Bonjour les troisièmes. Alors, comme promis, voici la correction de la séquence inversée sur les espaces de faible densité et les inégalités territoriales en France, comme je vous l'avais promis, que vous avez travaillé normalement pendant les vacances de Noël. Alors, deux séquences qui sont cumulées parce qu'à la base, il y a des thèmes qui sont plutôt proches, c'est-à-dire que dans les deux séquences, on va essayer de s'intéresser à certaines situations particulières dans des territoires qui sont moins favorisés que d'autres. Donc, il y avait quand même une sorte de point commun. Par contre, attention, les espaces de faible densité, c'est des espaces ruraux. Ce ne sont pas des espaces urbains, donc faites attention de ne pas mélanger quand vous ferez des évaluations sur le sujet. D'accord? Alors, on y va. Alors, on commence avec déjà le titre de la séquence. Bon, ça vous l'avez normalement dans le cahier. Vous aviez également noté la problématique, quelles sont les contraintes et les atouts des espaces de faible densité et quelles sont les inégalités territoriales au sein d'une même ville. Donc on voit bien ici la nuance entre les espaces de faible densité qui vont être plutôt liés à cette carte que vous avez ici. C'est-à-dire vous avez une carte de la densité de population en France et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de territoires en France qui concentrent une densité de population assez faible, moins de 50 à jusqu'à 30 habitants par kilomètre carré. C'est donc assez faible et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va justement essayer de s'intéresser à ces espaces-là. En ce qui concerne les inégalités territoriales, on va en voir également dans des grandes villes, notamment on va étudier la ville de Lyon. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'espace. Donc on va commencer premièrement par voir tout simplement avec l'introduction déjà l'importance des espaces de faible densité au sein du pays. C'est-à-dire que d'après cette introduction, on remarque déjà 4 millions de Français habitent dans un espace faiblement peuplé, c'est-à-dire de moins de 30 habitants par kilomètre carré. C'est donc une donnée non négligeable. Ici, vous avez quand même un certain nombre de Français qui habitent dans des territoires qui sont plutôt des territoires isolés, des territoires où il y a des problématiques différentes que dans les villes, et donc il faut non pas les oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la question est de savoir comment ces habitants vont réussir à s'adapter à un espace qui n'est pas aussi connecté que les espaces urbains au monde du travail que nous connaissons aujourd'hui, à la mondialisation, mais également aux services et aux accès tout simplement à tout ce qu'on peut attendre dans un pays comme le nôtre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir dans la première partie sur les espaces de faible densité. Alors, vous deviez commencer par la séance 1, quelles sont les contraintes et les atouts du Cantal, le Cantal, un territoire de faible densité. Vous aviez plusieurs documents. Document 1, le Cantal en chiffres, avec un tableau qui vous donnait les principales données qui permettaient de bien montrer que le Cantal était quand même dans une situation particulière par rapport à une moyenne en France, c'est-à-dire on voit bien au niveau de la densité, on est avec 26 habitants au kilomètre carré contre 118 en France métropolitaine. Ça montre bien qu'on est dans un espace qui est faiblement peuplé par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres régions françaises. Au niveau des habitants, on se rend compte également qu'il y a des différences entre le Cantal et la moyenne nationale, puisqu'on a un nombre d'habitants de moins de 15 ans qui est moins important, et vous avez une part de la population de plus de 60 ans qui est les plus élevée. On a donc une population qui est en moyenne plus vieille que dans d'autres régions françaises. En ce qui concerne la part de résidences secondaires, ça on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard. On voit bien qu'ici il y a un nombre important de logements qui sont des logements vacants sur une grande partie de l'année. C'est donc des logements de résidents secondaires, c'est-à-dire de personnes qui viennent temporairement, soit c'est des maisons familiales qui sont toujours possédées par des membres d'une famille qui sont pourtant partis, qui ont déménagé vers d'autres régions et qui reviennent temporairement dans l'année pour venir en vacances par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que le Cantal est plutôt une région qui aujourd'hui a un manque démographique important. Ensuite, vous avez un document 2, une carte qui vous montrait d'autres informations, c'est-à-dire en image, la faible densité, on le voit avec les couleurs. On avait également d'autres informations sur les moyens de transport, mais également le relief. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait déjà étudier en premier, puisque votre première question était quelles sont les contraintes géographiques du Cantal. Et au niveau des contraintes, il fallait utiliser la carte. Et là, on remarquait déjà, premièrement, qu'on était dans une partie du pays qui était plutôt, on va dire, marquée par du relief. C'est-à-dire que dans la carte, on voit bien ici qu'une part importante du Cantal est au-dessus de 1000 mètres. C'est donc une contrainte importante, puisque ça veut dire que vous avez du relief, que vous avez une altitude importante, donc peu de chances de retrouver une grande ville, de grands axes de transport et aussi des espaces d'agriculture performante, ce genre de choses. Ensuite, vous avez également, la deuxième information qu'on pouvait noter, c'était l'isolement. C'est-à-dire que le Cantal, quand on regarde bien, il est entouré de régions qui sont plutôt des régions, elles aussi, isolées. Vous avez peu de grandes
villes qui sont très proches. Vous avez également un espace qui est mal desservi au niveau des transports. On voit qu'il y a une unique autoroute qui passe à l'est du département, qui est vraiment quasiment sur la marge. Donc on a vraiment un manque au niveau des infrastructures de transport. C'est donc un territoire assez isolé. Ensuite, il fallait montrer que le Cantal manque de dynamisme démographique. Bon, là, je l'ai assez dit, hein, c'est-à-dire qu'ici, il fallait tout simplement relever qu'on a une part, déjà, premièrement, de jeunes qui est beaucoup plus faible que dans le reste du pays. Puis nous avons une population qui, du coup, forcément, est plutôt vieillissante. Et ensuite, il fallait aussi montrer que la densité, on le voit bien à la fois ici et là, elle est plutôt faible, ce qui montre qu'on n'est pas dans un espace qui est surchargé en population. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait relever. Alors, ensuite, je vais le passer, sinon on va arriver à voir ce que j'ai marqué après. Vous aviez deux autres documents, le document 3, la désertification médicale, et le document 4, le ralentissement de la baisse de population au Cantal. Donc là, un document qui était plus un document qui permettait de mettre en perspective quand même ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire que c'est un département qui est plutôt en difficulté. On se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de critères et de données qui montrent que la situation peut s'améliorer dans certaines parties du département. Alors pourquoi parle-t-on de désertification médicale? Alors ici, il fallait bien sûr regarder le document 3 et essayer de me trouver dans ce document les informations qui me permettaient de m'expliquer qu'est-ce que la désertification médicale et quelles en sont les causes. Alors désertification médicale, vous l'avez plutôt bien compris, c'était le fait qu'il manquait de médecins, manquait de structures de santé dans un territoire. Et le fait qu'aujourd'hui, ça va de moins en moins bien, c'est-à-dire que la population a de moins en moins facilement accès à ces services de santé, que ce soit au niveau des médecins généralistes, mais également dans d'autres domaines. Par exemple, ici, ils évoquaient la question aussi des pharmacies. Alors, quelles en sont les causes? Bien tout simplement le fait qu'un département qui est plutôt un département isolé ne va pas attirer forcément de nouveaux médecins ou de nouvelles structures de santé parce qu'aujourd'hui, on va privilégier les métropoles. Donc, vous avez un manque d'attractivité de ces régions, même si on a de plus en plus de politiques qui sont mises en place au niveau national pour essayer, et même au niveau local, pour attirer des médecins, on se rend compte que, il y a des régions qui sont plus populaires que d'autres. On l'avait évoqué, hein. Si vous allez à Montpellier, par exemple, vous n'allez pas manquer de médecins. Par contre, ici, dans le Cantal, c'est clairement un problème. Vous avez des gens qui ont besoin de soins. En plus, avec le vieillissement de la population, on a une part de population qui nécessite des soins plus réguliers qui est importante. Et pourtant, vous avez un déficit de services de santé. Et ça, c'est un problème aujourd'hui au niveau de la justice territoriale, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des besoins, qui sont censés avoir accès à des services pour répondre à leurs besoins et qui pourtant sont déjà dans une situation d'isolement à cause de leur situation géographique et qui est accentuée par le fait qu'on manque en plus de services de proximité qui étaient auparavant de meilleure qualité, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui étaient dans le domaine de la santé, on avait des services qui étaient beaucoup plus répartis, alors qu'aujourd'hui on a concentré un certain nombre de services dans les grandes métropoles pour les rendre plus efficaces, pour les rendre plus rentables, et ça a des conséquences pour des populations isolées qui voient leur qualité de service amoindrie. Ça, c'est important. Alors, ensuite, vous aviez un document 5 qui était un document virtuel, puisque vous deviez aller sur le net pour aller voir un site internet d'une ville qui s'appelle Salers, qui se situe dans le Cantal, qui avait fourni dans ce site internet un certain nombre d'informations qui permettaient vraiment de comprendre les enjeux aujourd'hui d'une population de cette ville qui est quand même particulièrement marquée par cet espace de faible densité. Alors, en allant sur ce document, vous aviez une question à répondre, c'était quels sont les problèmes que rencontrent les habitants de Salers au niveau de la santé, à quel document précédent cela peut être rapporté. Alors forcément, vous avez dû trouver la réponse d'après ce que je viens de dire et quand vous étiez allé sur le document, c'est bien un problème de désertification médicale. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez des services de santé qui étaient présentés sur le village de Salers, mais derrière, on avait bien sur le site comme quoi il y avait une annonce parce qu'on avait des services, notamment une pharmacie qui avait besoin d'être prise. On avait également des médecins qui manquaient. Donc ça, c'était quelque chose qui était concret. C'est-à-dire que vous aviez ici une information qui était concrète par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Alors,
Ensuite, question numéro 4, quels éléments montrent que le village de Salers est plutôt éloigné des grands axes de communication et des grands centres urbains? Donc le document là que je vous ai montré, c'est exactement ce que vous trouviez sur le site internet. Alors, en ce qui concerne des éléments qui montrent que le village est plutôt éloigné, tout simplement, alors, je fais n'importe quoi, tac, alors, pour la question numéro 4, vous aviez cette information qui était représentée dans le site internet de la ville de Salers. Vous aviez un certain nombre d'informations ici qui montraient que vous aviez accès à des infrastructures de transport qui étaient mises en avant, même si on a quand même une certaine distance. Dans l'aéroport de Riac, 53 minutes de Salers. L'aéroport de Riac, c'est pas non plus l'aéroport le Charles de Gaulle, hein, d'accord? Donc c'est quand même un aéroport, mais c'est pas non plus un aéroport extrêmement fréquenté. Il ne faut pas s'attendre à retrouver tous les services d'un aéroport international. Ici, vous avez un autre aéroport international, cette fois-ci, il est à 2h20 de route, donc c'est pas non plus très proche, hein, ça c'est quand même important de souligner. Et vous avez des TER qui peuvent desservir Aurillac, mais qui dit TER tout de suite, veut dire peut-être pas de TGV. C'est vrai qu'ici le TGV ne passe pas. Vous avez une gare routière de Mauriac, donc ça veut dire aussi qu'on peut accéder à cette ville par le bus. Donc il y a quand même des offres, mais elles sont quand même limitées. C'est pas quelque chose d'extrêmement, on va dire, bien desservi. Alors, on va revenir en arrière parce que je suis un petit peu avec dans ma vidéo. C'est-à-dire que les atouts mis en avant par le village de Salers, on en avait quelques-uns et ça fallait les noter. Premièrement, c'était quand même un village qui est cité parmi les plus beaux villages de France, donc c'est un label qui est important, qui va permettre d'attirer des touristes, qui peut donner aussi de la valeur à l'immobilier, donc ça a quand même un intérêt. Donc ça montre que le village de Salers va mettre en avant un atout, c'est-à-dire son patrimoine tout simplement, et puis son esthétique. Et puis on a aussi le cadre de vie. Ici, on voyait bien que dans le village de Salers, on a plutôt un cadre de vie qui a l'air agréable, rural, et qui va donc dénoter par rapport à un cadre de vie urbain. Ça peut attirer des habitants. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un nombre important de personnes qui cherchent ce genre de cadre de vie. Donc c'est un atout. Ça peut aussi être considéré comme un handicap, puisque finalement on manque de dynamisme. Mais on va aussi attirer des habitants qui recherchent aussi cette forme un petit peu d'isolement, cette forme de vie un peu plus, on va dire, calme que la vie des grandes villes. Les possibilités de transport, comme on vient de l'évoquer, il y en a quelques-unes, elles ne sont pas non plus mirobolantes, mais elles existent pour certaines. Donc on n'est pas non plus dans un endroit qui est trop difficilement accessible. Au niveau des services, on avait beaucoup de choses qui étaient données sur le site, c'est-à-dire beaucoup de restauration, quelques campings quand même qui montrent aussi qu'on est dans un espace plutôt touristique. Alors on continue. Alors vous aviez ensuite un document 6, le très haut débit dans le Cantal, avec une carte qui montrait la couverture en très haut débit donc, sur ce département. À ton avis, quel est l'intérêt pour un territoire comme le Cantal d'être équipé en très haut débit? Eh bien, on peut très bien le comprendre. Le très haut débit va permettre à des personnes de pouvoir avoir accès à des services, notamment de télétravail, qui va permettre également à des entreprises de rester connectées à des espaces plus proches, on va dire, des grandes métropoles, ou avoir des contacts avec d'autres régions. Si on n'a pas de liaisons physiques, qui sont des liaisons, on va dire, très efficace, avoir accès au très haut débit, ça peut permettre de compenser un peu l'isolement. Aujourd'hui en France, on a de plus en plus de départements ou de régions qui essayent de mettre en avant des infrastructures de haut débit de manière à permettre de finalement faire disparaître cet isolement physique grâce à une connexion virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Alors, qui s'occupe de financer la réalisation? Eh bien là, vous aviez l'information à côté de la carte, c'est-à-dire qu'ici, c'était tout simplement la région, également l'État, tout comme l'Union européenne, qui était très investie. Donc ça, on va dire que c'est un investissement massif de tous les acteurs pour permettre à ces territoires de combler ces désavantages liés à l'isolement. Alors, on continue. À droite, c'est pas grave. Alors, au niveau de la synthèse pour cette première séance, vous deviez compléter un tableau. Ce tableau avec les contraintes et faiblesses du Cantal et les atouts et les avantages. Alors, d'après tout ce qu'on a vu, c'est simple. Vous deviez donc doter dans la colonne des contraintes les reliefs, l'isolement, la faible démographie, la désertification médicale, le relief j'ai déjà donné, le cadre de vie, le tourisme pour les avantages, avec les nouveaux habitants, l'investissement.
Alors, ensuite, on passe à la séance numéro 2. Cette séance numéro 2, cette fois-ci, s'intéressait plutôt aux inégalités territoriales. Donc là, on sort de la partie où on parlait uniquement des espaces ruraux. Là, on va parler également des espaces urbains. D'ailleurs, on allait commencer aussi par parler, grâce au logiciel de Google Earth, de 2 quartiers qui se situent à Lyon. Donc Lyon, ce n'est pas du tout un espace rural. Alors, premièrement, vous aviez également une carte, cette fois-ci. Vous deviez, dans un tableau, indiquer les régions dont le PIB est supérieur à la moyenne, 31 000 €, et dans un autre, les colonnes, les régions où c'est cette fois inférieur à ce montant. Donc là, c'était tout simple, il suffisait de reprendre la carte ici, de faire dans une colonne les régions où on avait le montant inférieur, et une colonne avec les régions où le montant est supérieur. En ce qui concerne la visite avec Google Earth, vous aviez un certain nombre de choses à donner par rapport à ce que vous alliez voir, notamment en Street View, c'est-à-dire vous alliez pouvoir constater que dans la ville de Lyon, vous aviez 2 quartiers. Alors ces 2 quartiers, ici, c'était le quartier donc, autour de l'avenue du Maréchal Foch, qui était un quartier de centre-ville, et vous aviez l'autre quartier où c'était le quartier des Maguettes, donc un quartier de banlieue, cette fois-ci plus à l'extérieur de Lyon, dans la commune de Vénissieux. Donc on est toujours dans l'aire urbaine de Lyon, mais on est quand même un peu plus excentré. On devait être capable avec ces 2 lieux de constater que les services de transport finalement sont plutôt similaires, c'est-à-dire qu'on a accès aussi bien au transport en commun qu'au transport également, on va dire, individuel. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est remarquable dans les 2 lieux. Par contre, on se rendait compte quand même qu'il y avait une différence, notamment en termes d'image de quartier, puisque vous aviez un deuxième document ressource avec ce document 3 qui permettait de montrer que, eh bien, on a des personnes qui vont avoir un avis plus ou moins mitigé, on va dire, sur l'un des 2 quartiers, c'est-à-dire que vous avez des sites ici, comme celui-ci qui est donc le site villeideale.fr, qui va donc permettre à des habitants de critiquer leur ville et de donner leurs points positifs. Alors, c'est un site qui, bien entendu, n'est pas un site qui préférence des données de géographes, mais bien sûr d'habitants, mais c'est tout aussi important puisque ce qui compte, c'est un peu la vue des habitants du quartier. Et on se rend compte qu'entre le quartier du centre-ville et le quartier des Maguettes que je vous ai donné, eh bien, les avis sont plus nuancés, hein, on n'a pas du tout les mêmes attentes, on n'a pas non plus du tout le même ressenti. On le voit au niveau des critères qui sont pris en compte pour essayer de savoir si c'est un quartier où il faut s'installer. On a l'environnement, le transport, la sécurité, la santé, les sports et loisirs, culture et enseignement, commerce. Et on se rend compte que dans le quartier de centre-ville, on est plutôt avec des personnes qui constatent qu'on a accès à tout, c'est-à-dire que tout est de bonne qualité, majoritairement. Alors que dans le quartier qui est plus le quartier de banlieue, donc le quartier des Maguettes, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent bien. Santé, sport, culture, on est dans une grande ville, commerce, donc on a accès facilement à tous ces services. Par contre, on se rend compte qu'au niveau transport, on est un peu moins bien loti, et bien entendu, ça va être beaucoup moins important au niveau de la sécurité, de l'enseignement. Donc on est quand même dans des espaces qui sont proches au niveau géographique, mais qui n'ont pas du tout accès aux mêmes services quand même. Il y a quand même des différences. Alors, ensuite, on continue. Alors, vous deviez remplir une synthèse avec l'aide de ce document, on va finir la vidéo avec ça. Cette synthèse était simple, il fallait replacer donc, dans ce tableau les mots qui étaient placés dans la consigne. Donc pour essayer de bien montrer qu'on a toujours un rapport favorisé-défavorisé à plusieurs échelles. Dans la situation 1, on parlait de la question de la mondialisation, c'était simple. Il fallait déjà commencer par me dire que les habitants d'une région fortement connectée à la mondialisation sont fortement favorisés par rapport aux habitants d'une région isolée de la mondialisation. Habiter Paris, c'est forcément plus simple que d'habiter le Cantal. Donc là, on est clairement dans ce genre de situation. Ensuite, habitant de la ville est forcément favorisé par rapport à un habitant de la campagne. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu même dans les séquences précédentes. Ensuite, les habitants d'une ville dynamique sont toujours favorisés par rapport aux habitants d'une ville en déclin. Ça, on avait vu également ça un peu au début de l'année, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont fortement investies dans la mondialisation avec énormément d'entreprises qui fonctionnent bien, et puis vous avez des villes en déclin avec des services qui sont de moins en moins importants, avec parfois des désindustrialisations. Et ça, forcément, vous avez beau habiter dans les 2 cas dans une ville, il y a une ville qui est bien entendu plus favorisée que l'autre. Et pour terminer, dans une même ville, vous avez aussi la situation entre habiter un quartier riche ou un quartier plus central face aux habitants d'un quartier en difficulté. Et là, bien entendu, vous avez beau être dans la même ville, et bien vous avez des avantages dans l'un et des inconvénients dans l'autre. Voilà, avec tout ça, normalement, vous avez assez d'informations pour compléter ce qui pourrait vous manquer.
Eh bien, merci de m'avoir écouté et donc on se revoit bientôt. C'est une blague.